Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes parlementaires pour une édition spéciale que je vous présente en compagnie de Jean-Pierre Gracien. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Une édition spéciale consacrée bien sûr à la cérémonie d'hommage national à l'ancien Premier ministre Pierre Mauroy, décédé vendredi dernier. Une cérémonie d'hommage présidée par le chef de l'État François Hollande depuis les Invalides. Cérémonie qui devrait débuter d'ici un quart d'heure maintenant et qui est prévue pour durer 45 minutes. Et pour vous commenter cet hommage national rendu ce matin depuis la Cour des Invalides à l'ancien Premier ministre Pierre Favier. Bonjour Pierre Favier, vous êtes ancien journaliste à l'agence France Presse. On va simplement rappeler que vous étiez à l'Élysée, le correspondant permanent de l'agence France Presse entre 1981 et 1995. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Denis Jeanbart est à vos côtés. Denis, bonjour, éditorialiste bien sûr, consultant bien sûr sur LCP. Roland Quérol également est avec nous. Bonjour Roland, politologue, consultant également sur LCP. Et puis Jean Garrigue également à vos côtés, Roland Quérol. Jean Garrigue, vous êtes le président du comité d'histoire parlementaire et politique, historien. Merci aussi à vous Jean d'être avec nous pour cette matinée. On va tout de suite aller dans la cour d'honneur des Invalides pour vous montrer ce qu'il s'y passe, c'est-à-dire la préparation de cette mise en place de cet hommage national. Jean Garrigue, c'est peut-être le moment simplement de rappeler pourquoi cette cérémonie, cet hommage national va se dérouler dans la cour des Invalides ce matin. Parce que c'est une tradition d'honorer les personnages importants de notre histoire politique. Pour Philippe Séguin, déjà, il y a quelque temps, une cérémonie de ce type avait été organisée. Et avec toutes les responsabilités qui ont été celles de Pierre Mauroy, la place qu'il a tenue dans la République, ça paraît tout à fait cohérent de lui adresser cet hommage national. Alors juste avant de retourner dans cette cour nationale des Invalides, je vous propose tout de suite de voir qui était Pierre Mauroy et quelle a été son œuvre politique. C'est un portrait signé Jérémy Hartmann. C'est l'histoire d'un fils d'instituteur, petit-fils de bûcheron du nord de la France, devenu en 1981 Premier ministre de François Mitterrand, premier socialiste à diriger un gouvernement de la Ve République. Pendant ces 3 années à Matignon, Pierre Mauroy sera l'homme des grandes réformes de l'Union de la gauche, abolition de la peine de mort portée par son ministre de la Justice Robert Badinter, 5e semaine de congés payés ou encore réduction du temps de travail à 39 heures hebdomadaires. Pierre Mauroy incarne un socialisme proche du peuple, farouchement attaché à l'Europe et soucieux de poursuivre le combat de ses illustres prédécesseurs de gauche. Je reste dans la lignée, pas du parti de Jaurès et ensuite de Blum et de François Mitterrand. Les inégalités étaient telles, la révolte était tellement profonde qu'un parti socialiste s'est constitué. Devant la menace de faillite économique du pays et de l'inflation galopante, Pierre Mauroy devra assumer le tournant de la rigueur en 1983. Il cédera son poste de Premier ministre à Laurent Fabius 1 an plus tard, après les grandes manifestations de la droite pour l'école libre, qui obligera le gouvernement à retirer la loi Savary sur l'éducation. La fin d'une longue ascension, entamée dans les années 60 aux côtés de François Mitterrand, avec qui il entreprend la reconstruction du PS, notamment lors du congrès d'Épinay de 1971. Personnage emblématique de la gauche, au physique imposant et à la voix grave, Pierre Mauroy dirigera le Parti socialiste de 1988 à 1992. Mais c'est aussi une figure politique locale, attachée à ses racines nordistes, lui qui fut maire de Lille pendant près de 30 ans, avant de céder sa place à Martine Aubry en 2001. Sénateur jusqu'en 2011, ce bon vivant, à la santé fragile, était diminué par la maladie depuis plusieurs années. Pierre Mauroy, 28 ans, maire de Lille, 14 ans député, 19 ans sénateur. C'est dire si cette carrière est bien remplie, c'est dire si on a affaire aujourd'hui à un géant de la politique. Messieurs, je crois que le mot n'est pas trop fort. On va retourner dans la cour des Invalides pour constater qu'ils sont nombreux aujourd'hui à rendre hommage à travers cet hommage national à l'ancien Premier ministre. On découvre sur ces images Jacques Delors, notamment aux côtés de Martine Aubry. Martine Aubry qui a bien sûr succédé à Pierre Mauroy à la mairie de Lille. C'était en 2001. Vous allez découvrir Lionel Jospin d'ailleurs, qui est en arrière-plan sur ces images, des personnalités de la gauche, mais aussi de la droite, Oriane, puisque dans ce protocole figurent à la fois les anciens premiers ministres, notamment, et les anciens présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Exactement, hein, Christian Poncelet, Gérard Larcher qui sont présents. On a également vu l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin
un hommage national, hein, donc Jean-Pierre. Alors en même temps que nous voyons ces images, toujours bien sûr en direct depuis la cour d'honneur des Invalides, Pierre Favier, on vient de voir ce portrait de Pierre Mauroy. À qui avait-on affaire lorsqu'on parlait de Pierre Mauroy, s'il fallait définir les choses très simplement? Je vois qu'effectivement le portrait commence par 81, le moment où Pierre Mauroy devient le Premier ministre de la France. Et ce qu'il faut constater, ce qu'il faut dire à mon avis, que tout procède du fameux congrès d'Épinay en 1971, où Pierre Mauroy, qui est à la tête de la Fédération socialiste du Nord, aide François Mitterrand à prendre la direction du nouveau Parti socialiste, et Mitterrand doit sa victoire pour l'essentiel à Pierre Mauroy. Cela va créer une relation de confiance entre les deux, qu'on retrouvera effectivement 10 ans plus tard, lorsque Pierre Mauroy sera nommé Premier ministre. Quand même, tout part de là, de ce fameux congrès d'Épinay, fondateur du nouveau Parti socialiste, et le rôle central qu'a pu jouer Mauroy en faveur de Mitterrand. Jacques Delors qui est en train de saluer la famille de Pierre Mauroy, qui bien entendu présente dans cette cour d'honneur. Cécile Duflot, ministre en charge de l'environnement également, arrive dans cette cour d'honneur. Roland Quérol, pour compléter ce que vient de dire Pierre Favier, que retenez-vous pour l'essentiel de cette personnalité, de ce parcours politique de Pierre Mauroy? Quelqu'un qui a été au carrefour de tous les courants du socialisme, une culture au départ ouvrière, fondée sur les valeurs traditionnelles du socialisme français, et puis qui découvre la modernité un peu avant de découvrir François Mitterrand, mais dans toutes les années 60, ses discours au sein des congrès socialistes étonnent tous ceux qui les écoutent, parce qu'il est empreint de considérations sociologiques, de tout ce qui concernait l'évolution de la société française, les classes moyennes, des tas de choses qu'on n'entendait pas à la tribune du parti, et qui font que beaucoup le dénoncent comme l'aile droite du Parti socialiste à ce moment-là, alors qu'il vient de cette culture ouvrière de base. Et au fond, il va à partir de là être un bon compromis permanent entre cette social-démocratie très à gauche du Nord et des corons, et en même temps cette volonté d'embrasser une modernité. Et au fond, il aurait bien aimé être un jour le numéro 1, mais dès l'instant qu'il a rencontré Mitterrand, il s'est absolument comporté loyalement en numéro 2. On énumère les réformes de début 80, on ne sait plus ce qui est dû à qui, on les attribue à Mauroy. C'est souvent pas lui qui en a eu l'idée, mais il a été l'organisateur, l'architecte, parce qu'il était justement ce creuset des différents courants. On y reviendra bien sûr sur ces fameuses réformes de 81, puisque Pierre Mauroy a été 4 années durant Premier ministre de la France, un peu moins de 4 années d'ailleurs. On vient de voir sur ces images notamment Michel Rocard, le lien entre Michel Rocard et Pierre Mauroy qu'on vient de voir, Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, qu'on vient de voir saluer lui aussi la famille de l'ancien Premier ministre Denis Jeanbart. C'est important ça. Il est très fort, et moi je voudrais, alors je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je voudrais rajouter une date qui est le congrès de Metz de 79, où précisément Pierre Mauroy fait alliance avec Michel Rocard et s'oppose à François Mitterrand, soutenu par Laurent Fabius et son fameux discours. Oui, mais et si vous voulez, ils défendent une motion qui s'appelle socialisme et réalisme. Et ça rejoint ce que vient de dire Roland. Il est à la fois socialiste et il est extrêmement réaliste. Et c'est vrai que sans doute les réformes de 81, ce ne sont pas ses réformes à lui, c'est d'abord inspiré par l'Élysée, par François Mitterrand, mais le virage de la rigueur, à mes yeux, c'est d'abord Pierre Mauroy, beaucoup plus que Jacques Delors. C'est lui qui assume la totalité de l'effort. Et quand en juillet 82 ou juin 82, on décide le blocage des salaires et des prix, eh bien il est lâché par Delors, parce que Delors a peur que ça explose. Et lui, il assume tout ça, et d'ailleurs il met son poste de Premier ministre déjà en danger, dans un épisode qui est resté très méconnu, que même Thierry Pfister n'a pas raconté dans sa vie quotidienne à Matignon. Mais je me souviens, moi je couvrais Matignon à l'époque, j'étais jeune journaliste, et je me souviens que je les voyais très régulièrement, et un jeudi matin, Pierre Mauroy est rentré début juillet de l'Élysée, et il a dit c'est terminé. Et puis il y a eu un week-end à Latché où il a revu Mitterrand, et Mitterrand finalement l'a maintenu en place. On est très focalisé sur l'épisode de 83, la défaite des municipales et le fait que Delors pouvait le remplacer. En vérité, le moment important, c'est l'été 82.
Alors on le voit sur ces images, Laurent Fabius qui arrive actuellement aux Invalides. Laurent Fabius qui a succédé à Pierre Mauroy à Matignon. On l'a également vu il y a quelques minutes, Jean-François Copé, le président de l'UMP qui est arrivé dans la cour des Invalides, Michel Charasse sur ces images. La cour des Invalides où on va tout de suite rejoindre Michael Zamès. Bonjour Michael. Vous nous entendez Michael ? Bonjour. Est-ce que donc vous êtes pour nous dans la cour des Invalides? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se passe sur place? Petit problème technique visiblement avec Michael Zamès qui se trouve, vous l'avez vu, à l'intérieur de cette fameuse cour d'honneur des Invalides où les personnalités continuent d'arriver. Le chef de l'État devrait arriver à 10h. C'est l'heure prévue pour le début de cet hommage officiel ce matin à Pierre Mauroy. Jean Garrigue, par rapport à ce qui a été dit, au regard de l'histoire, quelle trace finalement va laisser Pierre Mauroy? Ce qui a été dit est essentiel sur cette, non pas cette réconciliation, mais sur cette transformation du socialisme français au XXe siècle. Pas oublier que Pierre Mauroy, c'est quelqu'un qui, quand il était tout jeune, a connu le Front populaire. Donc c'est quelqu'un qui fait la transition du Front populaire de Léon Blum, voilà, son premier souvenir, vers ce qu'est devenu un socialisme moderne, adapté aux contingences de la Ve République et de ce qu'on a appelé improprement la rigueur. Donc il est au confluent de toutes ces traditions. Il accompagne cette modernité. Le virage se fait dans les années 60 déjà, lorsqu'il se détache de Guy Mollet, lorsqu'il participe à la FGDS avec François Mitterrand. Donc très tôt, il y a une anticipation comme ça qui est à la fois, je dirais, stratégique et qui est idéologique, la prise en compte de l'évolution de la société française et de la manière dont le Parti socialiste doit s'adapter à cette évolution. Ça ne peut plus être un parti ouvriériste, c'est aussi un parti qui s'adapte à la donne libérale, etc. On va essayer de retrouver à nouveau Michael Zamès. Michael, est-ce que vous nous entendez cette fois? Vous êtes, je le rappelle, dans cette cour d'honneur où se déroulent ces cérémonies. Quelle est l'ambiance? J'imagine l'ambiance est au recueillement avant même le début de cet hommage national. Absolument, vous entendez peut-être derrière moi l'annonce en ce moment même des 6 points à respecter avant la cérémonie qui va avoir lieu. Nous ne faisons pas beaucoup de bruit parce que, évidemment, tout se passe actuellement en direct. Le président de la République devra arriver dans quelques minutes et puis la cérémonie religieuse pourra commencer. Nous rejoignons dans quelques secondes dès que nous pourrons témoigner un petit peu plus, dès que le président de la République arrivera ici dans la cour d'honneur. Cérémonie civile et non religieuse ce matin dans cette cour d'honneur des Invalides. Voilà donc le bal des voitures qui continue. Vous avez vu tout à l'heure l'ensemble des premiers ministres. Belle image d'ailleurs, avec notamment Dominique de Villepin, Jean-Pierre Raffarin, bien sûr Michel Rocard, on l'a dit, Lionel Jospin, qui se mettent donc en place pour cet hommage officiel qui devrait débuter dans quelques 5 minutes environ avec l'arrivée du chef de l'État. Nous allons découvrir tout ça en images. On va revenir, Roland Quérol, sur la personnalité de Pierre Mauroy. Il était fils d'instituteur, petit-fils de bûcheron, professeur d'histoire. C'est un homme qui s'est fait tout seul, qui a gravi tout seul les marches du pouvoir. Est-ce que c'était, comme l'a dit Jean-François Copé, un homme issu de la méritocratie républicaine? Oui, on peut dire ça. Et là aussi, au plan de la personnalité, moi j'ai toujours vu un drôle de mélange chez Pierre Mauroy. À la fois un type très simple, quoi, le socialiste du Nord, il mettait un « quoi » à la fin des phrases, alors vous comprenez, quoi, alors quoi, le socialisme, quoi. Bon, et voilà, c'était pas un énarque, et ça se sentait, ça se voyait, il y avait une espèce de bonhomie, ça sentait un peu la moule et la frite, le gros quinquin. Et en même temps, il adorait les fastes, les honneurs, la République. Je suis sûr que s'il se retourne et qu'il voit qu'il est aux Invalides, il doit trouver ça bien. Il a embrassé la fonction ministérielle avec une majesté aussi importante que Mitterrand découvrait la présidence de la République. Lui, on lui aurait pas fait le reproche du manque d'autorité, du couac. Il était, voilà, et c'était très émouvant de voir cette gauche arriver au pouvoir avec ce mélange d'un type, si vous me passez l'expression,
institutions qui étaient à la fois aussi simples et aussi socialistes du Nord traditionnels, et tout de même qui habitaient les institutions avec un sérieux extraordinaire. Oui, avec lui, c'était quand même la légitimation de la gauche, de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et Pierre Mauroy tenait beaucoup, justement, à incarner cette fonction de chef du gouvernement, Premier ministre. Donc la République reconnaissait enfin à la gauche la possibilité de gérer et de gouverner le pays. Plus ou moins bien, ça c'est autre chose et on pourrait en discuter à l'infini. Mais pour moi, comme pour Mitterrand, la légitimité était enfin reconnue à la gauche, à gouverner et à gérer le pays. Et on a envie de dire la gauche réaliste, hein, si on résume un peu ce qui a été dit là depuis quelques minutes sur ce plateau. C'est ça aussi l'enjeu en 80. Précisément, alors, quand on entend beaucoup de commentaires qui essaient de distinguer Mitterrand de Rocard sur la ligne politique, au fond, ils étaient tous les deux sur une ligne politique social-démocrate. Et quand Mitterrand arrive à ses fonctions de président de la République, qui il nomme aux finances? Il nomme Jacques Delors, qui n'incarnait quand même pas la Révolution en marche. Qui nomme-t-il aux affaires étrangères? Claude Chesson, qui n'était pas non plus la Révolution mondiale. Donc, la ligne de Mitterrand, au fond, sa stratégie pour parvenir au pouvoir était celle de l'union de la gauche et de l'union avec les communistes. Et là-dessus, Pierre Mauroy était en accord total pour parvenir au pouvoir. Il savait bien qu'il fallait faire l'alliance de toutes les forces de gauche. Il n'empêche que leur ligne politique était non pas centriste, mais social-démocrate dès le départ. Tout de même, il y a quand même eu un grand débat en 82 entre les deux maisons. Moi, je l'ai vécu, vous l'avez vécu aussi, et il a fallu quand même beaucoup d'arguments pour convaincre François Mitterrand. D'ailleurs, est sorti un chiffre magique qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est ce fameux 3% de déficit budgétaire. Il est né à cette époque-là, il est né en 82. Et moi, j'ai un souvenir très précis. Ça s'est passé un mercredi matin. L'équipe de Mauroy est allée à l'Élysée et a convaincu François Mitterrand qu'il fallait s'en tenir à 3% de déficit budgétaire. On avait un gros dérapage à ce moment-là et un vrai risque, le FMI qui frappait à la porte. Et je me souviens, l'un des conseillers de Mauroy en rentrant m'a dit: on lui a fait avaler 3% parce qu'on pensait que c'était le bon chiffre, ou on lui aurait dit 12% parce qu'il ne connaît pas très bien l'économie, il aurait pris 12%. Ça, je suis un petit peu sceptique. Mais c'est un témoignage de l'époque, hein, voilà. J'entends bien. Mais... Il est 9h59 et 45 secondes. Le protocole est respecté à la minute près puisque le chef de l'État est en train d'arriver dans cette cour d'honneur des Invalides. François Hollande qui va sortir du véhicule, qui salue le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Et c'est le début de cet hommage officiel rendu ce matin à Pierre Mauroy. Il y a une forme de filiation entre Pierre Mauroy et François Hollande, aujourd'hui président de la République. Sur la ligne politique, sans doute, qui est ce qu'on disait à l'instant, une ligne social-démocrate. François Hollande n'a jamais incarné la ligne la plus à gauche du Parti socialiste. Et là, on peut dire qu'il s'inscrit effectivement dans la lignée de Mauroy quant aux engagements politiques et en gros sur la politique économique, où il n'y a pas fondamentalement de différence. Cela dit, Hollande n'est en rien un bébé Mauroy. Il n'a jamais été dans cette ligne-là. C'est pas du tout la même génération. Il n'y a jamais eu de véritable sympathie non plus entre les deux hommes. Voilà. C'est deux parcours très différents. Très différents au sein du même parti, bien sûr. Il n'y a pas de relation privilégiée entre les deux, pas du tout. François Hollande, c'est un parcours d'énarque, de technocrate qui rentre en politique et de ce point de vue est très illustratif de la Ve République.
Marseillaise. Eh bien, le chef de l'État va passer en revue le détachement d'honneur. La musique que vous entendez n'est autre que la marche de la gare consulaire à Marengo, détachement militaire interarmé, constitué autrement dit d'une section de l'armée de l'air, de la marine et bien sûr de l'armée de terre. Le chef de l'État qui va saluer la veuve de Pierre Mauroy. Reposez. Au revoir. Le chef de l'État et le Premier ministre vont maintenant regagner leur emplacement et nous allons vivre sans doute un moment très fort de cette cérémonie avec l'arrivée du cercueil de l'ancien Premier ministre.
La marche funèbre de Chopin a donc accompagné cette arrivée de la dépouille de Pierre Mauroy dans cette cour d'honneur des Invalides. Reposez. En. Repos. C'est maintenant l'éloge funèbre qui va être prononcé par le chef de l'État, François Hollande. Mesdames, Messieurs, Madame, chère Gilberte Mauroy, peu d'hommes, même éminents, peuvent s'enorgueillir d'avoir fait l'histoire de leur pays. Pierre Mauroy est incontestablement de cela, non par la durée de son gouvernement, un peu plus de 3 ans, mais par les circonstances dans lesquelles il eut à agir et par les choix qu'il eut à faire. Pierre Mauroy fut en effet le premier Premier ministre de l'alternance sous la Ve République, après l'élection de François Mitterrand, le 10 mai 1981. Il forma en juin 1981 un gouvernement de l'Union de la gauche. C'était une formule inédite depuis 1947. À la tête du pays, il engagea de grandes réformes qui demeurent encore aujourd'hui comme autant d'acquis. De la décentralisation à l'abolition de la peine de mort, de la 5e semaine de congés payés à l'instauration de l'impôt sur les grandes fortunes. Il accorda le droit de partir à la retraite à 60 ans à ceux qui n'avaient plus le temps d'attendre, tant la vie les avait usés. Ce destin exceptionnel, rien ne le disposait à l'accomplir, mais tout le conduisait à en rêver. Pierre Mauroy était un enfant du peuple. Aîné de 7 enfants, il avait grandi dans un village de mineurs. Le centre de sa vie, c'était l'école de la commune, l'école de la République, où son père était instituteur. Pour lui, aimer le peuple, ce n'était pas le flatter, et encore moins l'abuser. Aimer le peuple, c'était le respecter, c'était le servir. Il s'y était préparé à sa façon. Sa formation, ce fut l'École nationale d'apprentissage, son ENA à lui. Son apprentissage, ce fut le syndicalisme, pour défendre les engagements des professeurs du technique. Sa culture, ce fut le socialisme. Il en avait embrassé très tôt la cause, le socialisme. Il en épousera tous les rôles. Jeune cadre de la SFIO, il fonda avec François Mitterrand le Parti d'Épinay en 1971. Il fut le premier secrétaire en 1988, puis consécration suprême à ses yeux, il succéda à Willy Brandt en 1992 à la présidence de l'Internationale socialiste. Et jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à son dernier souffle, il anima la Fondation Jean Jaurès pour bien marquer la continuité de son engagement.
Sa terre, c'était le Nord, c'était Lille. Devenu maire en 1973, il modernisa sa ville, la transforma, la tourna vers l'Europe. Lille dont il fit avec la communauté urbaine une grande métropole économique et culturelle. Lille, c'était sa fierté, son refuge, sa ressource. Lille, c'était sa capitale, la capitale des Flandres, la capitale de son cœur. Mais si nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici, dans ce lieu, ce n'est pas simplement parce que Pierre Mauroy fut un enfant du peuple, un socialiste, un élu local d'une dimension exceptionnelle, non. Si nous sommes réunis, c'est parce que Pierre Mauroy est entré dans l'histoire. Pour avoir été l'artisan de grandes conquêtes sociales et de libertés nouvelles, sûrement. Rien que pour cela, il a sa place. Mais il a surtout fait des choix essentiels dont nous sommes les uns les autres, quelle que soit notre place dans la vie politique, les héritiers. Le choix du réformisme, d'abord. Pour Pierre Mauroy, réformer, ce n'était pas renoncer, c'était réussir. Réformer, c'était se défaire de l'illusion des mots pour passer à la vérité des actes. Réformer, ce n'était pas céder à la réalité, c'était la saisir à la gorge pour la transformer. Pour Pierre Mauroy, réformer, c'était aussi inscrire la gauche dans la durée. Et pour y parvenir, il lui fallut faire face aux espoirs, aux attentes, sans limite. Après 23 ans, dans l'attente de l'alternance, faire face aussi aux difficultés, aux défis du monde, d'un monde nouveau qui commençait à émerger. Faire face aux impatiences et aux colères. Il fallut donc assumer. Et Pierre Mauroy assuma. Le sérieux budgétaire, le blocage des prix et des salaires, les restructurations industrielles. Des décisions qui lui coûtèrent, surtout quand lui, l'homme du Nord-Pas-de-Calais, il lui fallut fermer le dernier puits de mine. Lui, qui entreprit de moderniser les laminoirs de Lorraine. Oui, ça lui coûtait, mais il sut prendre ses décisions, parce qu'il les savait non pas inévitables, mais nécessaires pour reconvertir, redresser et repartir. Il avait surtout compris que le destin de la France passait par l'Europe, que faire cavalier seul pouvait finir en une cavalcade sans lendemain, qu'il fallait donc faire la France en construisant l'Europe. Tout était lié. Par facilité ou commodité de langage, on désigna cette orientation d'un même mot, la rigueur. Et le même homme, Pierre Mauroy, qui avait été choisi par François Mitterrand pour incarner la volonté de changement, conçut, engagea, appliqua cette politique. Il n'y voyait pas de contradiction. Il n'y en avait d'ailleurs pas. La rigueur, c'était la condition pour poursuivre la réforme, le changement. Le rôle historique de Pierre Mauroy se révéla dans ces semaines décisives du printemps 1983, lorsque se jouèrent le sort de la France et l'avenir de l'Europe. Il sut alors convaincre François Mitterrand, avec le concours de Jacques Delors,
pour rester dans le système monétaire européen et ainsi de préparer la création de l'euro. La vie de Pierre Mauroy est une belle leçon politique pour l'ensemble des Français. Elle nous montre que l'on peut avoir le sens des responsabilités et conserver son idéal, que l'on peut servir l'intérêt supérieur de l'État et garder ses valeurs, que l'on peut concilier la justice sociale et l'ambition économique, que l'on peut porter la modernité et préserver son authenticité, que l'on peut défendre les classes populaires et travailler pour tous les Français, que l'on peut être fidèle à sa tradition et préparer l'avenir, que l'on peut faire de grandes réformes et faire preuve de réalisme, que l'on peut se révéler homme d'État et demeurer homme du peuple, que l'on peut être patriote et européen, que l'on peut exercer les plus hautes fonctions et rester un militant. Pierre Mauroy avait cette formule citant Kipling. Il disait: dans ce monde, il y a ceux qui restent chez eux, et puis il y a les militants. Il se méfiait des idéologies, mais il croyait aux idées, à celles qui entraînent, à celles qui mobilisent, à celles qui élèvent, et notamment à l'éducation populaire, qui le conduisit à créer, jeune homme, une institution qui demeure aujourd'hui, la Fondation Léo Lagrange. Pierre Mauroy, c'était une stature imposante, une voix chaude, avec des phrases longues, des intonations tumultueuses. Pierre Mauroy, c'était un visage bienveillant, solide, ferme. Mais Pierre Mauroy, c'était aussi un homme d'une grande finesse, finesse d'esprit, avec une intelligence des gens et des situations. Il voyait tout, et parfois ne disait rien, ou il le gardait pour lui et le confiait plus tard, sans acrimonie, car Pierre Mauroy n'avait pas besoin d'être méchant pour être craint. Finesse politique pour parvenir, quelquefois dans des circonstances laborieuses, habilement à ses fins. Oui, Pierre Mauroy avait de l'élégance, de la subtilité. Ses mains longues, interminables, blanches, qui, tels deux oiseaux, accompagnaient ses discours, étaient par elles-mêmes aussi le reflet de sa personnalité. Sa force et sa finesse, c'est cet alliage qui lui donnait la sérénité du couvreur sur le toit, pour reprendre une belle formule de Léon Blum pour qualifier les bâtisseurs. Pierre Mauroy, il aimait les gens, et les gens l'aimaient. Il avait cette qualité rare de prendre du temps, y compris avec les humbles. Il savait raconter les histoires, émouvoir par les mots, donner ses impressions. Il avait le sens de la camaraderie, comme d'autres ont le sens de la chevalerie. Pierre Mauroy n'était pas familier, mais il était chaleureux. Mesdames, Messieurs, Madame, rendre hommage à Pierre Mauroy, c'est faire l'éloge du courage en politique, de la constance et de la fidélité. Fidélité à ses origines, fidélité aux ouvriers, fidélité à son parti, fidélité à ses amis, à ses idées, à sa ville,
à son pays, fidélité à l'Europe. Oui, fidélité à ce qui fait le sens d'une vie, l'accomplissement d'un destin, la contribution à l'histoire. En ce moment où tout s'achève, je repense à l'ultime ligne du dernier livre que Pierre Mauroy publia. Il écrivait « Les hommes passent avec le reste, mais les justes causes, elles, ne meurent jamais. » Eh bien, mesdames, messieurs, c'est en servant ces causes, c'est en les servant bien, que nous serons à notre tour fidèles à Pierre Mauroy, à la République et à la France. Gardez-vous. Heureusement qu'il y a eu 2 minutes. C'était donc l'éloge funèbre prononcé par le chef de l'État qui va maintenant s'incliner seul devant la dépouille mortelle de l'ancien Premier ministre. Aux morts. Le chef de l'État va maintenant rejoindre son emplacement aux côtés du Premier ministre. Vous le voyez sur ces images, Jean-Marc Ayrault. Les porteurs de la garde républicaine vont maintenant se saisir du cercueil de l'ancien Premier ministre.
cette cour d'honneur des Invalides, suivi par les membres de sa famille. Vous le voyez sur ces images. C'est au tour du chef de l'État de suivre ce cercueil de Pierre Mauroy aux côtés de Valérie Trierweiler, vous l'avez vu sur ces images. L'occasion peut-être de rappeler, Oriane, que le cercueil de Pierre Mauroy va reprendre la destination de Lille. Oui, Jean-Pierre, un cercueil qui va être transféré à Lille, la ville si chère au cœur de Pierre Mauroy. Lui, l'homme du Nord, il arrivera à Lille en fin d'après-midi, ce cercueil. Et puis, les Lillois pourront se recueillir à partir de 18h et jusqu'à demain, 18h, dans le grand carré de l'hôtel de ville de Lille, qui restera ouvert toute la nuit, d'ailleurs, pour l'occasion. Et puis, les cérémonies officielles à Lille débuteront, elles, jeudi matin à partir de 10h par une minute de silence. Et puis, c'est à 11h que Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, et puis Martine Aubry, l'actuelle maire de Lille, à qui Pierre Mauroy avait passé le flambeau, eh bien, c'est donc Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry qui présideront ces cérémonies officielles d'hommage à Pierre Mauroy à Lille, avant la cérémonie religieuse qui aura lieu jeudi à 14h30 en la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Reposez. En. Repos. Garde à vous. Présentez. En. Au drapeau.
C'est par cet honneur au drapeau, cette dernière Marseillaise que s'achève officiellement cet honneur national rendu à Pierre Mauroy. François Hollande salue les membres de la famille de l'ancien Premier ministre. Alors on l'a dit, Oriane, hein, ce cercueil de Pierre Mauroy va maintenant rejoindre sa ville, si on peut dire les choses comme ça, bien sûr, Lille, mais par ailleurs au PS, et ce dès 12h, on entend là aussi rendre hommage à Pierre Mauroy. Exactement, Jean-Pierre. Une cérémonie est prévue à Solferino, au siège du Parti socialiste, pour rendre hommage à Pierre Mauroy, qui avait le socialisme chevillé au cœur, comme il disait. Une cérémonie prévue donc à partir de midi. Lui qui a été premier secrétaire du Parti socialiste de 1988 à 1992. Un hommage qui aura lieu donc à Solferino en présence de son épouse, de sa famille, mais également des anciens premiers secrétaires du Parti socialiste, des anciens premiers ministres socialistes et également des anciens ministres des gouvernements que Pierre Mauroy a dirigés. Et à l'occasion de cette cérémonie d'hommage à Solferino, 3 personnalités prendront la parole. L'ancien Premier ministre Lionel Jospin, la maire de Lille et ancienne première secrétaire du Parti socialiste Martine Aubry, et puis enfin l'actuel premier secrétaire du Parti socialiste Harlem Désir. Voilà, les personnalités présentes dans cette cour d'honneur pour cet hommage national vont maintenant quitter cette cour d'honneur, à commencer, vous l'avez vu, par Claude Barthelone, Jean-Pierre Bel, président du Sénat, Claude Barthelone, bien sûr, président de l'Assemblée nationale, aux côtés du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Que peut-on dire, Pierre Favier, de cet hommage et surtout de cet éloge funèbre prononcé il y a quelques minutes par le chef de l'État? Oui, je voudrais revenir justement sur le discours du président de la République. Ce qui m'a frappé, bon, il a rapidement rendu hommage aux syndicalistes, aux militants de la SFIO, puis à un des bâtisseurs du nouveau Parti socialiste avec François Mitterrand, et enfin au Premier ministre Pierre Mauroy. Alors, ce qui m'a quand même frappé dans le discours de François Hollande, c'est qu'il a beaucoup insisté en disant que la rigueur était la condition de la poursuite des réformes. Et on avait vraiment le sentiment que François Hollande, en rendant hommage au Premier ministre de François Mitterrand, se rendait hommage à lui-même en disant il faut supporter la rigueur, elle est la condition du succès ou de la poursuite des réformes. C'est un peu ça, parce que l'hommage à Pierre Mauroy était plutôt chaleureux et, j'allais dire, classique et normal. Mais là où il a beaucoup insisté, c'est attention au discours des illusions, la réalité s'impose à nous. Il parlait de Pierre Mauroy, mais on avait aussi le sentiment qu'il parlait de lui, et que ça donnait parfois, ça avait des accents de plaidoyer pro-domo. Roland Quérol, est-ce que vous avez eu ce même sentiment à l'écoute de cet éloge funèbre prononcé par François Hollande? Oui, très largement, oui. Très largement. On a senti quelques moments dans le discours parler vraiment de Pierre Mauroy, le couvreur sur le toit, la citation de Blum. J'attendais aussi une citation de Jaurès et de Mitterrand, ce qui aurait fait le panthéon réel de Pierre Mauroy. On n'a pas voulu aller jusque-là, je ne sais pas pourquoi, parce que Jaurès, en effet, ça se prêtait moins à cette histoire de rigueur, sans doute. En tout cas, et puis il y avait cette belle phrase sur il avait un sens de la camaraderie comme d'autres ont le sens de la chevalerie. Je trouve que ça définissait assez bien l'homme Mauroy, pour qui vraiment l'honneur d'être entre camarades. Et pour le reste, oui, on avait le sentiment que une forme de projection sur ce qui est l'action, disons même de récupération politique, c'est-à-dire voilà, c'était pas mal de se servir du travail de Pierre Mauroy, du travail politique de Pierre Mauroy quand il était Premier ministre, pour dire que c'était dans cette ligne-là que lui-même s'inscrivait. Donc voilà, l'un justifiait l'autre. Je vais vous dire, moi, ce qui m'a manqué dans cette cérémonie, c'est qu'il n'y a eu que François Hollande. La dernière qu'on ait vue de ce genre, c'était pour Stéphane Hessel. Et au fond, ce que les gens retiendront de la cérémonie Hessel, c'était plutôt le discours de Jean-Louis Crémieux-Briac que celui du président de la République. Et je me disais, pourquoi ne pas refaire ce genre de choses où quelqu'un qui ait vraiment connu intimement la personne, qui ait vécu les mêmes périodes, puisque c'était possible dans les deux cas, vienne lui aussi s'exprimer. Là, ça reste un petit peu l'hommage classique de la République. C'est l'hommage de la République, c'est dans la forme classique. C'était le cas pour Stéphane Hessel, et ça a été géré autrement. Là, on est resté un peu dans un service un peu minimum républicain, digne, tout à fait juste, mais
pas beaucoup d'émotion et de chaleur. Alors on le voit sur ces images, François Hollande n'a pas encore quitté la cour des Invalides. Les membres du gouvernement présentent leurs condoléances à Gilberte Mauroy, la veuve de Pierre Mauroy. Denis Jeanbart, est-ce que vous êtes d'accord avec Roland Quérol? Il a manqué un petit peu cette dimension personnelle à cette cérémonie d'hommage à Pierre Mauroy? Oui, absolument. On avait souvent l'impression que, en parlant de Pierre Mauroy, François Hollande parlait de lui-même et de la politique qu'il essaie d'imposer. En tout cas, clairement, il a voulu s'inscrire dans cette tradition Mauroy et pour justifier sa propre ligne politique au moment où elle est très débattue sur sa gauche d'ailleurs. Donc il y avait, comme le dit Roland, une forme de récupération. Moi j'ai retenu, en effet, il y a eu c'est pas très vibrant, il y a eu quelques jolies formules, mais il y a un mot qui m'a frappé, c'est qui caractérisait aussi Pierre Mauroy, parce que tout à l'heure on a dit il habitait la fonction, mais il a dit il était bienveillant. Et moi j'en ai eu l'expérience personnelle, c'était un homme extrêmement bienveillant, très humain et très attentif aux autres. Et ça vous avez un souvenir personnel qui viendrait étayer ce que vous venez de dire, là, Denis Jeanbart. Écoutez, c'était dans une période assez compliquée pour lui, à l'automne 82, et moi j'ai pris, c'est très personnel, la direction du service politique du Point à ce moment-là, dans des conditions qui étaient assez débattues, et je couvrais, comme on dit, Matignon à l'époque, et Pierre Mauroy m'a invité à déjeuner personnellement à Matignon 2 jours après pour me dire, écoutez, nous continuerons comme avant. Et j'étais très frappé pendant cette période-là de son respect de la liberté de la presse et de l'indépendance des journalistes. Vraiment, c'est peut-être avec Michel Rocard, parmi tous les premiers ministres que j'ai pu voir passer depuis le début des années 80, celui qui était le plus respectueux des journalistes. Jean Garrigue, effectivement, ce sont 2 adjectifs qui reviennent souvent quand on parle de Pierre Mauroy, quelqu'un d'humain et de chaleureux. Oui, et alors moi, cette fameuse intelligence des gens, pour reprendre cette formule finalement prononcée par le chef de l'État tout à l'heure. Est-ce que c'est pas toute la question? Est-ce que c'est pas précisément ce supplément d'âme, cette capacité d'incarnation qui manque aujourd'hui, non seulement peut-être à François Hollande, c'est un débat, mais peut-être à une grande partie de la classe politique. On voit très bien ce qui faisait la personnalité, ce qui faisait la richesse, ce qui faisait la capacité, je le répète, d'incarnation d'un Pierre Mauroy, issu d'une famille ouvrière, méritocrate républicain, enraciné dans une histoire, un enfant du peuple, dans une histoire de la gauche, en même temps avec cette capacité de s'adapter à la modernité politique, aux contingences, un vrai sens politique. Mais on a aujourd'hui une classe politique qui n'a pas du tout ce cursus, qui n'a pas du tout cette formation. Et on voit très bien le hiatus, on voit très bien la différence, le fossé entre un François Hollande sorti d'une certaine énarchie, il ne faut pas évidemment être trop caricatural là-dessus, mais enfin on voit quand même une très nette différence, on voit à quel point il y a une sorte de rupture là, de filiation entre les deux. Oui, effectivement, ils n'avaient pas la même formation, pas la même origine, mais il faut voir aussi que François Hollande a choisi un Premier ministre qui n'est pas du tout l'incarnation de l'énarchie ou des superstructures de la fonction publique, qui était un Jean-Marc Ayrault, Jean-Marc Ayrault, qui était un professeur comme Pierre Mauroy en était un, et qui n'avait rien à voir avec l'ENA et avec toute cette filière qui conduit au pouvoir habituellement. Quoi. Moi, je trouve que ce qui a peut-être manqué dans ce discours aussi, c'est son attachement profond au Parti socialiste. Et moi, j'ai vu, et je pense que Pierre aussi, peut-être moi aussi, son désarroi, voire son désespoir à la fin du congrès de Rennes, qui a été un congrès de déchirure absolue, avec l'étalage de toutes ces divisions. Période pendant laquelle, on va le rappeler, Oriane, c'est vrai, il était premier secrétaire du Parti socialiste. Et je revois cet homme, et vraiment, c'était extrêmement douloureux, parce qu'on sentait qu'il était brisé à l'intérieur de lui-même, et que c'était une sorte de rêve qui s'écroulait, errant avec sa rose à la fin, alors que tout foutait le camp, quoi. Voilà. Et c'était très très touchant de le voir, et ça, on voyait bien à ce moment-là combien il était attaché à ce parti et au socialisme. C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur son pragmatisme, son réalisme, sa capacité à affronter le réel et au fond ses qualités de gouvernant, mais il y avait aussi cet attachement viscéral au Parti socialiste. C'était sa famille, sa deuxième famille, le Parti socialiste. C'est la raison pour laquelle il est le fondateur de la Fondation Jean Jaurès. C'est quand même très important, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Il faut expliquer ce que c'est la Fondation Jean Jaurès, on appelle ça un think tank aujourd'hui. Oui, et pas seulement, c'est quelque chose qui entretient aussi la mémoire socialiste, l'histoire socialiste. Et
c'est en même temps un club de réflexion ouvert sur la prospective. Et c'est quelque chose, au dire de tous ceux qui l'ont fréquenté, y compris des chercheurs que moi je fréquente un peu plus, eh bien, il était très attaché à cette fondation, comme il était attaché à International Socialiste aussi. Chose très importante. Je me demandais pourquoi il y avait très peu de personnalités de droite à cette cérémonie, sauf des institutionnels ou des sénateurs. Et je crois que c'est à cause de ça. Parce que, en même temps que ça a été un colosse de la République, Pierre Mauroy, qui aurait justifié que, bien au-delà des frontières, d'autant qu'il les a ouvertes, les frontières politiques, lui, dans sa bonne ville, par exemple. Mais en même temps, il incarnait tellement le Parti socialiste, c'était la famille. Et je pense que les autres auraient eu le sentiment que ce n'était pas quelqu'un de la famille qui avait aucune raison d'y aller. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir mélangé à la fois ce patriotisme familial, socialiste, profond, avec une certaine tolérance, mais incarner suffisamment le parti pour empêcher peut-être certains de s'être sentis concernés aujourd'hui. Oui, moi j'ai le souvenir d'être allé lui rendre visite à la Fondation Jean Jaurès, il y a 2 ans. Et alors, il faut voir avec quelle émotion. La Fondation Jean Jaurès, dont le siège cité Malesherbes, où était le parti socialiste, le siège de la SFIO. Et du Parti socialiste, avant qu'il ne vienne ici, place du Palais Bourbon. Et j'ai le souvenir, il y a 2 ans, d'être allé lui rendre visite dans son bureau à la Fondation Jean Jaurès. Il faut voir avec quelle émotion il faisait visiter ce bureau, qui, dit-il, avait été le bureau de Léon Blum. Alors il montrait chaque objet, la bibliothèque, les livres, avec une émotion, mais au bord des larmes. Il parlait de ça, c'était sa famille. Il incarnait cette continuité du socialisme. Il fallait aussi, alors, pour ajouter quand même un point, le voir à Lille. Là, il était totalement chez lui. Et vraiment, je pense que ça a été aussi extrêmement important. On voit l'homme d'État, ça a été un très grand maire, il a complètement transformé cette cité, et il ne fait pas oublier le grand élu local qu'il a été et la passion qu'il y mettait. Vraiment, c'était presque un autre homme quand on le voyait sur place. On va parler de Pierre Mauroy, le Lillois, cet homme du Nord, et à ce propos, on va écouter celle à qui il a passé le flambeau à la mairie de Lille après 28 ans maire de Lille, Pierre Mauroy. On va écouter donc Martine Aubry, l'actuel maire de Lille, qui lui rendait hommage. C'était vendredi dernier. Je voudrais commencer par une phrase que Pierre Mauroy a dite lui-même avec beaucoup de sérénité en parlant de la mort récemment. La fin de vie, c'est comme lorsque j'ai vu la mer la première fois. C'est quelque chose qui s'impose à vous majestueusement et avec solennité. On peut dire que quand il s'agit de Pierre Mauroy, tout doit être à cette hauteur-là, en effet, y compris sa disparition. Et vous pensez bien que ceci me bouleverse aussi la lecture de cette belle phrase, comme il savait tant les faire au moment où je dois, devant vous, parler effectivement de cette disparition. Et je l'ai dit à chaque fois, et je le redis encore aujourd'hui, c'est toujours avec beaucoup d'émotion, mais aussi de sincérité que j'ai toujours dit que je mettais mes pas dans les siens. Martine Aubry qui rendait hommage, c'était vendredi dernier bien sûr à Pierre Mauroy. Martine Aubry qui a succédé à l'ancien Premier ministre à la tête de la mairie lilloise, c'était en 2001. C'était d'ailleurs assez gonflé quand même pour Pierre Mauroy de transmettre le flambeau comme ça. Je crois qu'il a hésité, vraiment hésité, on se demandait s'il allait lâcher cette mairie de Lille qui était sa vie. Et puis allez, finalement, progressivement d'ailleurs. Oui, parce qu'il dirigeait la communauté urbaine, voilà, donc ça lui permettait de contrôler tout de même les choses. Il l'a surveillé de près. Et il l'a surveillé vraiment, comme on surveille le lait sur le feu. Il entourait ses conseils, de son attention, parfois de son regard un peu courroucé. Mais enfin, il l'a fait. Vous connaissez Martine. Il a quand même été de ces rares maires en France, rares, qui ont organisé la transition. C'est un flambeau, c'est extrêmement rare. Un dernier coup d'œil peut-être sur cette cour d'honneur des Invalides où s'est déroulé cet hommage national à Pierre Mauroy pour constater que les personnalités ont quitté cette cour d'honneur. Cela dit, on a vu le chef de l'État, François Hollande, s'attarder auprès des personnalités qui étaient présentes à cet hommage national ce matin. Vous voyez que les troupes représentant à la fois l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine sont toujours présentes sur place. On en reste peut-être sur l'île, Pierre Favier, c'est vrai que cette ville a tellement compté pour Pierre Mauroy. Pierre Mauroy a tellement marqué cette ville, et ce depuis 1973. Oui, il en avait été le maire pendant si longtemps, et c'est presque un regret. Bon, il était très heureux d'aller à Matignon
et de devenir le premier ministre de la gauche en 1980. Mais à chaque fois qu'on en parlait avec lui, on sentait quand même comme une nostalgie, un regret d'avoir laissé le beffroi à sa mairie de Lille, et ça lui manquait beaucoup. Roland Quérol, Pierre Mauroy qui a bien sûr marqué Lille de son empreinte et qui en a fait une capitale européenne. Ah oui, on dit souvent qu'il y a des villes qui ont des maires qui ont transformé leur ville. C'est vrai pour un certain nombre de maires en France, mais c'est peut-être le plus spectaculaire à Lille. C'est quand même une ville qui n'avait pas une aura extrême dans l'esprit public. C'était la ville du Nord. Et on va s'ennuyer quand on va à Lille. Les gens qui devaient aller faire une conférence à Lille, je me souviens, se disaient « je vais à Lille ». Bon. Et tout a changé. C'est vraiment devenu une ville qui est le symbole même de la modernité, du sourire, de l'Europe. Voilà. Sur le plan culturel, c'est extraordinaire. Et c'est en effet Mauroy qui l'a commencé. Et pas Martine Aubry qui l'a encore développé. Mais voilà, je crois qu'on peut dire vraiment que si Lille est comme ça, c'est quand même aux 3/4 parce que Pierre Mauroy a tout fait pour que ce soit comme ça, y compris avec ce goût qu'il avait pour les infrastructures, les transports, les bâtiments. Voilà, vers l'Angleterre et la Belgique. Exactement. Donc, quand on dit toutes les régions se sont voulues en France au cœur de l'Europe, parce que ça fait partie de tous les slogans, eh bien, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Alors, je vous le confirme, François Hollande est toujours, vous le voyez sur ces images, du côté de la cour d'honneur des Invalides, juste à l'extérieur de cette cour. Il est en train de se lier d'ailleurs François Loncle. Robert Lyon, qui était le premier directeur de cabinet à Matignon en 81 de Pierre Mauroy. On va revenir un petit peu sur Pierre Mauroy à Lille. Vous le disiez un petit peu tout à l'heure, Roland Quérol. La grande force quand même de Pierre Mauroy, et notamment à Lille, c'est d'avoir fait dans sa gestion de la ville de l'opposition une alliée. Absolument. C'est quelqu'un qui a... Et pourtant, ça n'était pas complètement prévisible. Mauroy, il était tellement dans la famille socialiste, dans le militantisme socialiste. Au niveau national, il n'était pas très attiré par les alliances en dehors de la gauche. Et à Lille, il a vraiment ratissé le plus large possible, non seulement au centre, en les intégrant très vite dans sa majorité, mais même ses relations avec la droite, qui a chaque fois essayé de reconquérir le pouvoir, ça a été une ville qui a été majoritairement à droite à un moment, eh bien, il a toujours entretenu des relations plus que cordiales, amicales, il les a mis dans le coup, il a préparé vraiment à l'avance le fonctionnement de la métropole lilloise qui fonctionne forcément comme ça, c'est la plus grosse métropole en nombre de communes en France, il y a 90 communes dans la métropole lilloise, il a progressivement agrégé ça d'une façon qui est un exemple de tolérance. On va revenir avec vous, Jean Garrigue, sur cette fameuse période de 1981, où Pierre Mauroy a été appelé bien sûr à Matignon par François Mitterrand. Mais avant cela, on va rejoindre Michael Zamès. Michael, vous êtes aux côtés de Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste, pour une première réaction après cet hommage national à Pierre Mauroy ce matin. Marie-Noëlle Lienemann, hommage national avec des mots très forts du président de la République. Qu'est-ce que vous retiendrez finalement de Pierre Mauroy et de cet hommage? D'abord, l'hommage à l'homme, Pierre Mauroy. Son intelligence humaine, sa générosité, sa bienveillance, sa capacité à être un homme d'État, ce fin stratège et ce fin politique, cet homme ancré dans l'action et pas simplement dans le verbe, tout en ayant un verbe tout à fait inimitable. Donc c'est d'abord l'homme, et c'est la rencontre entre l'homme et l'histoire. L'histoire de la gauche, d'abord, il a rénové le Parti Socialiste. Moi, je fais partie de la génération d'Épinay. Il a été pour moi une figure tutélaire de toute ma vie militante. Et puis, l'homme de gouvernement d'Union de la gauche, le rassemblement, il disait toujours l'unité des socialistes, l'unité de la gauche. Et par ailleurs, l'homme des grandes conquêtes sociales, dont on en a finalement assez peu depuis, à quelques-unes, mais il faut les rappeler, la retraite à 60 ans, à l'époque les nationalisations qui ont été longues à devenir des privatisations qu'il n'a jamais aimé, les privatisations, l'homme de la réduction du temps de travail, les 39 heures, les congés payés, la 5e semaine de congés payés, la hausse du SMIC, il pensait que le salaire, voilà, donc c'est une liste immense de grandes conquêtes sociales, mais dans l'action, un homme d'action. Marie-Noëlle Lienemann, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui incarne encore cette ligne Pierre Mauroy au Parti Socialiste? Non.
Je pense que non, parce que ce cocktail tout à fait particulier de gauche populaire très proche des revendications sociales et en même temps de réformisme, je crois que peu incarne cette synthèse. Il y a des réformistes, et il y a des gens qui défendent peut-être plus de social et de conquête sociale. C'était un homme qui incarnait cette étrange alchimie entre les deux. Peut-être faudra-t-il le retrouver et j'espère que dans l'action, on verra dans l'action gouvernementale ou nationale des hommes d'État à l'image de Pierre Mauroy se révéler. Merci beaucoup. On essaiera d'avoir d'autres réactions dans un instant. On voit le Premier ministre également qui est dans la cour, d'autres députés, d'autres sénateurs également et beaucoup d'hommes et de femmes politiques présentes aujourd'hui pour cet hommage national. À tout de suite. Merci beaucoup, Mickaël. À plus tard pour d'autres réactions. Alors que vous le voyez, le chef de l'État a fait son retour dans cette cour d'honneur des Invalides. Décidément, il prend goût à saluer des mains, à rencontrer notamment des élus locaux, nous disiez-vous, Pierre Favier, à la fin de cet hommage national prononcé ce matin. Je voudrais simplement revenir d'un mot à ce concert de louanges qu'on entend là depuis quelques jours, enfin depuis l'annonce du décès de Pierre Mauroy, qui me surprend un petit peu quand même, parce que j'ai quand même le souvenir, et nous tous l'avons, non seulement de la presse, mais de l'opposition de l'époque, et parfois même de ses amis socialistes, qui n'ont pas manqué de lui taper dessus en disant qu'il était trop audacieux, qu'il allait trop à gauche, ou au contraire qu'il n'allait pas assez vite. Et on voit les mêmes aujourd'hui, verser des larmes de crocodile en disant « cet homme est irremplaçable, ça a été le plus grand des hommes politiques ». C'est quand même, alors je sais bien, c'est toujours comme ça quand un politique disparaît ou une personnalité, mais là je trouve qu'on en fait beaucoup et j'ai même entendu quelques responsables de la droite dire que c'était un personnage immense pour la République, etc. Les mêmes qui, dès qu'ils prenaient une décision ou annonçaient un projet, lui tapaient dessus à bras raccourcis. Mais bon, ça c'est un constat et c'est une constante dans les célébrations. On va retourner quelques instants dans la cour des Invalides où Michaël Zamès est en compagnie du ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Il avait ça profondément en lui, l'international, l'Europe. Alors non, je pense qu'au contraire, nous sommes très fidèles à cet héritage qu'il nous laisse. Et c'est aussi ça qui explique, au-delà de l'amour, de l'affection qu'on avait pour lui, eh bien, le fait que nous soyons ici, si nombreux autour de lui, rassemblés. Monsieur Moscovici, dans son hommage, François Hollande a parlé aussi de l'homme de la rigueur. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait aussi encore parler de cette rigueur qui existe? Le sérieux, une politique qui fait en sorte de contenir les déficits et surtout une politique qui n'abandonne pas l'Europe, la construction européenne, qui est notre patrimoine commun. Imaginez ce qui se serait passé si en 1983, eh bien, la France avait décidé de sortir du système monétaire européen. Le cours de notre histoire, le cours de l'histoire européenne eût été profondément différent. Et ça, on le doit à un homme comme Pierre Mauroy qui a su à ce moment-là eh bien, montrer toute sa solidité, toute sa puissance, toute sa capacité de conviction pour nous permettre de rester des Européens, d'être encore plus des Européens. Donc la ligne politique est encore celle de Pierre Mauroy aujourd'hui, si on comprend bien. Je pense que ce réformisme conséquent et européen, c'est toujours ce qui nous inspire. Alors il avait son style, c'était sans doute une autre époque, mais c'est un homme d'aujourd'hui. C'est un homme qui a toujours su regarder devant, qui avait vraiment une très grande prescience, une grande capacité à anticiper. Merci beaucoup. Voilà, Michaël Zamès qui était aux côtés, vous l'avez vu, de Pierre Moscovici, le ministre de l'économie et des finances. Alors qu'on a reparlé de cette rigueur, ce fameux tournant de la rigueur de 1983. Enfin, tout de même, Jean Garrigue, tout de même, Pierre Mauroy, ce sont les 39 heures, la 5e semaine de congés payés, la décentralisation, les fameuses nationalisations, l'impôt sur les grandes fortunes, la retraite à 60 ans, l'abolition de la peine de mort ou encore le remboursement de l'IVG. Il n'est pas question de rigueur dans tout cela, malgré tout. C'est un programme de changer la vie, les 110 propositions du candidat, du candidat François Mitterrand, et Pierre Mauroy s'était engagé à faire passer un très grand nombre de ces propositions. Il y a aussi tout ce qui est engagé sur la décentralisation qui est très important et qui le rattache à cette identité lilloise dont on parlait tout à l'heure. Mais bon, c'est assez paradoxal de voir effectivement un certain nombre de ceux qui lui ont beaucoup tapé dessus à l'époque et lui ont reproché d'abord des excès de réforme et ensuite ce qu'on appelait la rigueur, improprement, qui aujourd'hui le couronne, le salue. Priorité de réaction, Oriane. Exactement, puisque Michaël Zamès se trouve toujours dans la cour des Invalides où il est en compagnie du président de l'UDI, Jean-Louis Borloo.
Jean-Louis Borloo, hommage national pour Pierre Mauroy. De la gauche à la droite, finalement, tout le monde est venu. C'est un hommage national. Il n'y a plus de politique, finalement, qui prend le pas aujourd'hui. Ou au contraire la belle, la grande, celle des idées, celle du service des concitoyens. Pierre Mauroy, c'était un serviteur d'abord. C'était pas un homme de pouvoir, c'était un homme de défense d'idées. Moi, j'avais une admiration et une affection pour lui énorme. Pierre Mauroy, c'était l'homme qui considérait qu'il était là pour protéger les plus fragiles et en même temps sans démagogie voilà, il avait une vision extraordinaire des choses. Ça a beaucoup d'émotions aujourd'hui, Monsieur Borloo, pour vous. Oui, mais vous savez, je suis allé le voir à Percy quand il est décédé, avec sa femme et sa famille. Je suis allé me recueillir parce que les nordistes, y compris ceux qui ne sont pas du tout de sa famille politique comme moi, avaient de l'admiration pour lui et de la tendresse. Et on est un peu orphelin et c'est bien de rappeler qu'il y a des femmes et des hommes qui s'engagent pour les autres. Il n'en a tiré pour lui ni gloire, ni... L'humilité de cet homme était extraordinaire. Il n'y en a plus Si, je ne dis pas ça, mais elle était extraordinaire et voilà. J'espère tellement que je lui ressemble un peu au fond, vous voyez. Voilà, pour moi c'est Valenciennes et le Valenciennois, et puis ça a été les banlieues, la cohésion sociale, je ne sais pas comment vous dire, voilà, je ressens profondément ce qu'il ressent, ce qu'il ressentait. Quand Premier ministre, il a dû fermer, lui, dans le Nord, Pas-de-Calais, les derniers puits de mine, Denain, la sidérurgie, enfin, vous vous rendez compte la douleur qu'il a dû avoir, et il l'a fait parce qu'il fallait le faire. Le Nord chevillé au corps? Oui, oui, bien sûr, le Nord chevillé au corps, mais c'est pas seulement quelque chose du Nord. Les mêmes des Bouches-du-Rhône, du Sud-Ouest, mais de la Seine-Saint-Denis peuvent ressentir aussi probablement cette affection qu'on a pour Pierre Mauroy. Et j'ai trouvé l'hommage du président de la République absolument fort, digne, adapté, un très très bel hommage du président. Merci beaucoup. Merci Monsieur Jean-Louis Borloo. On va essayer, vous le voyez en direct, d'aller voir le Premier ministre qui est actuellement en train de répondre à quelques questions. On va essayer de s'approcher si c'est possible. Nous sommes en direct toujours. Certains points de vue quand on gouverne. Et donc quand on gouverne, il ne faut pas perdre le fil de l'idéal et du cap. Et en même temps, il faut garder les pieds sur terre. Je crois que c'est Michel Crépeau qui disait les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et François Mitterrand avait eu à propos de Pierre Mauroy une très belle phrase auquel Pierre Mauroy avait donné le titre de ses mémoires en 2003. Pierre, vous mettrez du bleu au ciel. Ça fait aussi rêver. Merci. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, juste un mot. Pierre Mauroy, aujourd'hui, est-ce que c'est une ligne sur laquelle on pourrait continuer à exister en France aujourd'hui? Est-ce que Pierre Mauroy reste encore un modèle pour vous? Mais c'est surtout une référence. C'est surtout une leçon politique, à la fois une leçon de vie. Il est resté fidèle à ses origines populaires, l'idéal qui avait été le sien de sa jeunesse toute sa vie. Il n'est jamais oublié. Et puis en même temps, il a su exercer des responsabilités dans le monde réel. Comme maire de Lille, un très grand maire de Lille, il a su moderniser sa ville, en faire une grande métropole européenne. Puis en même temps, à la tête du gouvernement, toujours affronter le réel pour mieux le transformer et puis ancrer la France dans sa dimension européenne. Et ça, je pense que ça reste une référence et pour nous une belle leçon politique. L'homme des choix également.
Voilà pour l'intervention en direct du Premier ministre. On va essayer de retrouver encore quelques invités, même si vous le voyez sur ces images, députés, sénateurs, hommes politiques et les familles évidemment de Pierre Mauroy quittent peu à peu la cour d'honneur ici aux Invalides. À peut-être plus tard, Michael, et merci pour ces réactions. Pierre Favier, on vient d'entendre ces réactions. Puis on parlait de 81. C'est vrai que Pierre Mauroy se targuait souvent d'avoir fait adopter 96 des 110 propositions de François Mitterrand. Est-ce que néanmoins il y avait une distance entre les deux hommes? Est-ce que Pierre Mauroy arrivait à jouer sa propre musique aux côtés de François Mitterrand au début du premier septennat? Oui, je crois. Il y a eu même des moments où il y avait non pas des divergences, mais en tout cas de fortes nuances dans l'appréciation de la situation et dans les choix qu'il fallait opérer. Et en particulier, comme le disait Denis tout à l'heure, 82, 83, François Mitterrand, alors on a dit qu'il était hésitant parce qu'il avait effectivement réfléchi pendant une huitaine de jours et beaucoup reçu à l'Élysée les partisans de la sortie du système européen. Les fameux visiteurs du soir. Il recevait ceux-là, il recevait les autres. Il essayait de se faire son opinion. Ouais. Alors là, il y a eu des moments effectivement de tension, mais je pense que la confiance entre les deux est restée jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il suffit de voir le récit qu'a fait Pierre Mauroy et celui qu'avait fait également Mitterrand le moment de leur séparation à l'été 84, après l'affaire de l'école privée. Les deux se sont vus pour un dernier petit déjeuner en tête-à-tête à l'Élysée, et les deux ont raconté plutôt qu'ils étaient au bord des larmes et n'arrivaient plus à se parler. Et Mitterrand, sortant de ce dernier entretien avec son Premier ministre, dit à Jacques Attali « Je crois que je viens de vivre le moment le plus pénible de ma vie ». Donc il y avait quand même une relation de confiance totale, et Pierre Mauroy en parlait et m'en parlait il y a encore 2 ans. On a eu parfois des désaccords, effectivement, mais j'ai gardé une profonde admiration et affection pour Mitterrand, et nous étions, comme disait, sur un rail de confiance. Est-ce qu'il est vrai qu'en 1994, vous avez peut-être la réponse, Denis Jeanbart, Mitterrand aurait souhaité voir Pierre Mauroy se présenter à la présidentielle? Ça, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas la réponse. Ouais. Simplement, quand même, en 83, Pierre Mauroy a dit, le désaccord était réel, et Pierre Mauroy a dit, si c'est pour faire la politique que suggéraient les visiteurs du soir, ne comptez pas sur moi. Je quitte Matignon. Voilà. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit sur cette affirmation de Mauroy que Mitterrand ait choisi cette voie plutôt qu'une autre. Non, mais bien sûr, mais ça montre, c'est pour décrire le caractère et les convictions de l'homme. Ça a pesé, parce que tout de même, François Mitterrand a pendant un long moment, pas 8 jours, pendant un long moment, était tout à fait sur la ligne des fameux visiteurs du soir. Il ne voulait pas aller dans la direction strictement européenne et de rigueur. Il a hésité, et tout de même le poids de Mauroy dans la balance, ça n'a pas été rien. Alors, ce qui a facilité les choses, je crois, puisque c'était plutôt ça votre question, c'est que même lorsqu'il y avait des difficultés, des tensions entre eux, la Ve République fonctionnait comme elle fonctionnait du temps du général de Gaulle. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur le fait de savoir qui était le patron. Mauroy savait que si désaccord il y avait, c'est lui qui devait partir, qu'il n'y avait aucun risque de... C'était pour ça que j'ai pris cet exemple. C'était le Michel Debré du général. Et donc voilà, il y avait un respect total de la part de Mauroy, vous vous en souvenez tous, de la fonction présidentielle et de la personne de François Mitterrand. Même quand il était blessé, il était en dedans parce qu'il n'était pas vraiment d'accord, il n'y a jamais eu d'ambiguïté à cet égard. Il était là pour orchestrer les réformes sur lesquels François Mitterrand avait été très, très loyal en même temps. Très loyal. Jean-Pierre, on peut peut-être s'étonner de ne pas avoir, pour un petit peu aller dans la continuité de cette question que je vous posais tout à l'heure, Denis Jeanbart, de l'après-Matignon, on peut peut-être s'étonner de ne pas avoir vu Pierre Mauroy devenir, pourquoi pas, le successeur de François Mitterrand. Est-ce que c'est ce manque de soif de pouvoir qu'on a un petit peu décrit au cours de cette matinée, de simplicité justement, qui a fait que finalement il n'aura pas succédé à François Mitterrand d'une certaine manière? Ou alors son temps était-il passé? C'est aussi, alors il y a peut-être une usure, mais il y a aussi ensuite des appétits qui se sont révélés, des tensions quand même très fortes avec Laurent Fabius par exemple, qui se révélaient d'ailleurs à cette époque dont on parlait des visiteurs du soir, dont il faisait partie. Donc à ce moment-là, il y a des rapports de force au sein du Parti socialiste. Il y a aussi Michel Rocard qui prend son essor. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir Pierre Mauroy
Mauroy essayait de revenir sur la vieille maison, c'est-à-dire devenir premier secrétaire du parti et aussi se tourner vers l'international socialiste, mais parce que, je le répète, il est en tension avec d'autres courants du Parti socialiste, avec d'autres ambitions, parce que c'est aussi bien souvent à ça que ça se... Dans l'après-Matignon, vous avez le sentiment qu'il a été finalement en accord avec lui-même, qu'il a été cohérent d'une certaine manière avec ce qu'il était réellement, Pierre Mauroy. À prendre la direction du Parti socialiste, je pense qu'il l'a vécu comme une forme de consécration dans sa vie politique, au même titre que Matignon. Ça correspond à cette double personnalité que l'on décrit depuis le début de l'émission, c'est-à-dire à la fois un attachement forcené au Parti socialiste et en même temps un réalisme qu'il a mis en pratique au gouvernement. Je pense que c'est une de ces rares erreurs politiques. Je pense qu'il ne serait pas l'homme de la situation, pour les raisons que vient de dire Jean. Le jeu politique était tellement déchiré, il n'était pas celui qui pouvait changer le Parti socialiste et s'en servir lui-même. Et du coup, j'allais dire, qu'est-il allé faire dans cette galère? Il a cru là à une espèce de miracle qu'il pourrait organiser et qui n'est pas venu. Il n'est pas parvenu. Non. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir commenté avec nous cette cérémonie nationale d'hommage à Pierre Mauroy qui a donc été rendue ce matin dans la Cour des Invalides. Une cérémonie présidée, vous l'avez vu, par François Hollande. On va rappeler tout de même, Jean-Pierre, qu'une cérémonie sera organisée à Solferino, au siège du Parti socialiste, à partir de midi. Et puis que le cercueil de Pierre Mauroy sera maintenant transféré à Lille, dans sa ville, où les Lillois pourront lui rendre hommage et où les cérémonies officielles et la cérémonie religieuse aura donc lieu jeudi à 14h30. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci vraiment, grand merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pour ce moment qu'on peut qualifier malgré tout d'historique ce matin, cet hommage national rendu à l'ancien Premier ministre Pierre Mauroy. Et puis bonne continuation sur les chaînes parlementaires.